Et puis, le Premier ministre a également parlé de vous, cher Jean-Pierre Foucault, puisque vous avez vu que il y a une prime aux salariés seniors. Donc vous allez pouvoir travailler encore quelques temps. Oui, mais vous m'avez déçu tout à l'heure, mon cher Pascal. Pourquoi ? Je sais pas si parce que vous avez parlé de Jean-François Albertini. Oui. C'était Jean Albertini, mais son nom d'artiste, c'était Jean-François Maurice. Et c'est pour ça que j'ai confondu. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Trump me disait encore tout à l'heure, Pro se trompe toujours. Mais oui, bien sûr, mais vous avez raison. Et en fait, c'est Didier Barbelivien qui m'a raconté cette histoire incroyable. Ils l'ont écrit à Europe 1, cette chanson, paraît-il, mais en 20 minutes. Et je crois qu'il est mort, Jean Albertini, malheureusement, et c'était un ami. Il est mort il y a quelques années. Voilà. Il avait écrit avec Christophe Aline et les marionnettes, vous voyez. Ah ben vous êtes écoutez, c'est pour ça que vous êtes Jean-Pierre Foucault, parce que vous êtes voilà, vous êtes notre mémoire et voilà, et Didier m'a raconté, parce qu'ils en ont vendu plus d'1 million. Et je crois, Didier m'a raconté, est-ce pour cette chanson, est-ce pour une autre, mais que succès total, et le producteur un jour sort dans la rue François 1er et dit à Didier, bah tiens, voilà, je te remercie, et c'était une Porsche. Non. Bah oui, mais parce que à l'époque, vous voulez pas me remercier un peu? Non, mais aujourd'hui, on ne vend plus de disques. Oui. Mais quand tu vendais 1 million de disques en 83 ou 84, ça coûtait sans doute pas grand-chose de produire un disque, et tu gagnais sans doute beaucoup d'argent, Jean-Pierre Foucault. Plus que maintenant. Bien sûr, c'est vrai. J'ai une autre histoire concernant une chanson qui a été écrite en quelques minutes. C'est Salvador qui me l'a raconté. Ils étaient dans un bistrot un peu bourré, il faut le dire, avec Bernard Dimet. Et sur la nappe en papier du bistrot, ils ont écrit en 10 minutes Syracuse. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont mis toute une liste de noms de villes, etc. Et ils ont fait ce succès qui est exceptionnel. Ils en ont vendu des centaines de milliers. Et le paradoxe, c'est que je ne sais pas si vous êtes allé à Syracuse, Jean-Pierre, mais c'est moche comme tout. C'est moche. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques au Kérouan. Et c'était Henri Salvador, mais c'est moche comme tout, Syracuse. Donc c'est ça qui est quand même assez paradoxal. Bon, il est 12h37, on est avec Jean-Pierre Foucault. Vous êtes où là, Jean-Pierre, en ce moment? Je suis à Carry-de-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Ah oui, donc là vous êtes chez vous. Je suis à la maison, tout à fait. Bon. Et je vois de mon balcon, je vois la mer, et je vois le fond de la mer. C'est vous dire qu'elle est claire, la Méditerranée. Mais bien évidemment, mais bon, vous avez de la chance. Nous, on est là, on est des petits salariés, on est obligés de bosser. Si vous voulez. Il y a du bleu, voilà, il y a du bleu autour de nous. Mais la grande famille d'Europe 1, parce que vous avez commencé, et c'est ça qui est intéressant, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes venu avec nous. Vous êtes passé par Europe 1, et je voulais que vous nous racontiez cette rue François 1er qui était mythique, et ceux qui, à l'époque, étaient avec vous. Alors c'est assez extraordinaire parce que après m'être fait virer au bout de 6 mois de Radio Monte-Carlo avec Patrick Topalov, nous avions gagné un concours. Nous sommes allés recommandés par quelqu'un voir Lucien Maurice, qui était le patron des programmes d'Europe 1, Alma 9000, boîte postale 150 par 8e. Et nous sommes arrivés à rue François 1er et Lucien Maurice nous a engagés simplement parce qu'on avait une bonne bouille. Et il nous a donné l'émission du soir qui s'appelait Service de nuit, 23h30, 1h du matin. C'est-à-dire que moi, pendant une semaine, j'animais, Topalov réalisé, et ensuite, la semaine d'après, c'était l'inverse. Et là, franchement, à Europe, j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier en regardant les plus grands, les Jacques Paoli, les Georges Atzouler, les Maurice Siegel, les André Arnaud, Michel Lancelot, Daniel Philippaki, qui encore était au micro de Salut les copains avant de passer le relais. C'était la radio laboratoire, c'était la radio jeune que la France entière écoutait, alors qu'il y avait la radio Luxembourg vieillissante, il y avait Paris Inter encore plus vieillissante, la fraîcheur venait d'Europe 1, incontestablement. Et vous avez cité un nom d'une personne d'abord qui est disparue très jeune, qui s'appelait Michel Lancelot, qui était très moderne, et je fais le parallèle avec Jean-Michel Desjeunes, parce que tous les deux, lorsque vous revoyez leurs émissions, il y a une modernité dans l'expression où ils parle vraiment, il ne déclame pas comme on déclamait peut-être encore à l'époque. Jacques Paoli est formidable aussi de ce point de vue-là, dans la manière. Aussi, et André Arnaud, mais bien sûr, André Arnaud est formidable. André Arnaud. Mais alors c'était une époque. Alors ça veut dire quoi exactement? Apprendre son métier, ça veut dire quoi au fond?
Apprendre son métier, c'était regarder les autres. Moi, mon rêve, c'était de faire de la radio, de faire du divertissement. Et pendant des mois et des mois, j'étais de l'autre côté de la vitre, rue François 1er, voir Maurice Biraud. Voilà un autre nom que j'avais oublié de vous citer. Maurice qui était une immense vedette de radio qui faisait rire la France entière. Et tous les jours, moi j'avais 18 ans, je regardais Maurice Biraud faire. Et un jour, il m'a fait un petit signe du doigt, il m'a dit de venir passer de son côté. Et il m'a dit, écoute, je vois que tu t'intéresses à ça, je pars tourner un film la semaine prochaine, c'est toi qui vas me remplacer. J'ai dit, c'est pas possible. Et ça m'est tombé dessus comme ça, et j'ai eu l'immense honneur, et j'avais la trouille d'ailleurs, de remplacer Maurice Biraud pendant qu'il tournait un film, et c'est ainsi que j'ai appris mon métier, si je puis dire, sur le tas. Mais là, vous aviez 18 ans, Jean-Pierre ? Exact, 19 ans. C'était en 1900... Non, oui, 19 ans et demi, 20 ans. Je suis né en 47 avant Jésus-Christ et c'était en 1967. Mais là, vos parents, vous avez laissé... on connaît votre histoire familiale. Votre mère, vous avez laissé, par exemple, faire cette vie-là sans passer forcément par la case études. Elle acceptait l'idée ? La case études m'a lamentablement abandonné assez rapidement, si vous voulez. Et je suis entré dans la vie active, heureusement, rapidement. Et après avoir quitté Monte-Carlo, ma mère m'a prêté sa deux chevaux et nous sommes avec Patrick montés, comme l'on dit, à Paris. Et finalement, ma passion est devenue mon métier, ce qui a rassuré plutôt ma mère. J'avais ma tante que j'adorais, qui habitait de Neuilly-sur-Seine, chez qui je dormais, etc. Donc tout était fait pour que toute ma vie soit consacrée à cette passion, et je ne savais pas en 1967 que 60 ans après j'en reparlerai avec vous, Pascal. C'est insensé. Vous vous souvenez par exemple en 1967 le niveau de vie d'un jeune comme ça, animateur, ou d'un jeune journaliste? Est-ce qu'il gagnait bien sa vie? Je gagnais 25 francs de l'heure, pour ne rien vous cacher. Et pour être plus précis, à Monte-Carlo, je gagnais 1000 francs par mois, mais nous étions logés avec petit déjeuner. Donc c'était 1000 francs par mois, voilà. Je crois que c'était à la hauteur du SMIC à l'époque, et 25 francs de l'heure. Et un jour, Lucien Maurice m'a appelé, m'a convoqué dans son bureau, il m'a dit, mon petit, c'est bien ce que tu fais, je te passe à 30 francs. Alors pour moi, c'était extraordinaire. Mais pourquoi on était payé à l'heure? Mais on était payé à l'heure, et vous savez que l'angoisse que nous avions, il y avait un sas entre le couloir et le studio d'antenne, et il y avait un tableau de service. Et mon angoisse, c'était le vendredi, de regarder le tableau de service de la semaine qui suivait pour savoir si j'y étais toujours. Parce que c'était ça. On n'était pas engagé à l'année, on était engagé à l'heure. Voilà. Nous étions des meneurs de jeu engagés à l'heure, sauf les grandes vedettes comme Biraud, comme Hubert. Il y avait Hubert Wayaf, bien sûr. Il y avait Jacques Ourevitch, qui était là aussi. Tous ces grands noms, et petit à petit, j'ai creusé mon petit sillon, et je suis arrivé jusqu'au bout. Et l'histoire d'Europe, évidemment, elle est très liée 67-68 aussi aux événements de 68, parce que c'est la seule radio. Voilà, et puis c'est la seule radio qui est plus libre que le pouvoir d'État qui est incarné par Inter. Donc la jeunesse va écouter Europe 1. Il y a également l'émission de Philippe Aki, Salut les copains, qui est cette radio marque son époque à ce moment-là. Vous restez jusqu'à quand à Europe? Je reste à Europe de 3 ans, 67, 68, 69, et ensuite attiré par le bleu, je suis retourné à Monaco, je suis resté 25 ans. Donc la raison finalement pour laquelle parce que Radio Monte-Carlo à l'époque émettait depuis le sud de la France. Depuis le sud de la France, c'est ça. Et la raison pour laquelle, c'est parce que il y a beaucoup de Marseillais, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens du sud qui ont du mal toujours avec Paris. Et c'est la raison, c'est que parce que il y a trop de gris à Paris, donc vous redescendez dans le sud. Mais je veux dire un truc, Paris est en noir et blanc, et moi j'habite en couleur, donc c'est ce que c'est, la différence qui entre vous et moi. Il y a une ville qui est Nantes aussi, qui est la plus belle ville du monde. Évidemment. Mais sinon... Et la télé, parce que la télé, vous commencez à faire des apparitions quand même dans ces années 70. Petit à petit, j'ai fait une émission qui s'appelait C'est dimanche, qui avait lieu le dimanche. Bon, titre original, titre à la Étienne Moujotte, si vous me permettez. Ça, c'est les titres à la Étienne Moujotte. Vous rentriez dans le bureau de Moujotte, vous lui disiez voilà, on va faire une émission de sport qui va s'appeler le dimanche. Il me dit appelez ça Sport Dimanche, ou Dimanche Sport, ou Dimanche Sport. Ça, c'est les titres à la Étienne Moujotte. Donc j'ai fait C'est dimanche en 72. Je présentais Maya l'abeille, je présentais Léon Zitrone qui avait une émission où il avait
faire des brocantes avec un monsieur qui s'appelait Simon Weintraub, qui était l'impresario de Mike Brandt. Voilà. Donc j'étais passeur de place, si vous voulez. Ensuite, j'ai disparu pendant 5 ou 6 ans. Je suis revenu avec les Jeux de 20h, puis l'Académie des Neufs, puis Sacré Soirée, puis voilà l'Académie des Neufs. Et puis je crois que vous faites un titre de mémoire pour l'équipe de France. Allez la France, non, en 78 avec Topalov. Non, c'était pas avec Topalov, c'était avec mon collègue Léon de Radio Monte-Carlo. Ah oui, tout à fait. C'est en 78. Oui, pour la partie nord, c'est Max Meignet qui chantait, puisqu'il était à Luxembourg. Et puis, moi, je chantais la chanson qui a été un triomphe, évidemment, puisque nous avons vendu 17 exemplaires de cette chanson, qui n'a pas permis à l'équipe de France de gagner. Qui est évidemment collector. Jean-Pierre Foucault est avec nous, il est 12h40. Alors, c'est la mémoire de la radio, de la télévision. C'est ça qui est formidable, ces années-là. Je disais tout à l'heure, j'ai vu une photo de vous, je voulais vous l'envoyer. On vous voit à côté de Claude François. Oui. Vous avez, à mon avis, on est en 60, oui, 69, 70, 71, vu la coupe de Claude François. On n'est pas encore dans les années disco, et on vous voit avec des sabots hollandais à l'époque. C'était la mode. Mais oui, bien sûr. Et cette photo, alors c'est une photo de groupe, et c'est vrai que forcément pour vous, il y a une nostalgie, parce que, alors moi je trouve que j'adorerais vous faire parler encore plus longtemps, parce que vous les avez connus. J'ai reçu Claude Lemel l'autre jour sur oui. CNews, mais j'ai trouvé ça formidable. C'est quelqu'un qui a écrit toutes les chansons de Joe Dassin. Vous les avez sentis, vous avez senti la bête de ces gens-là, qui sont des stars françaises très importantes. Claude François, Joe Dassin. Et Claude François n'était pas toujours le type le plus sympathique, paraît-il. C'était pas toujours le plus sympathique avec moi, je dois dire que c'était plutôt agréable. Et j'ai présenté le fameux gala à la Salle Vallier à Marseille, où il est tombé, vous savez, peu avant la fin du spectacle. Et je n'ai su que 20 ans après que c'était un coup monté, parce que il était deuxième derrière Johnny, et Paul Lederman voulait absolument trouver quelque chose pour que Claude François remonte dans la presse des gamins, et il avait imaginé que Claude François, à la fin du spectacle, pour éviter qu'on rembourse la salle évidemment, à la fin du spectacle, de tomber, et il était considéré comme mort, et Paul Lederman me dit « Vas-y, monte, va leur dire que c'est fini ». Et là, bien que je sois marseillais, devant un public marseillais, je me suis fait jeter d'une façon extraordinaire. Et la photo que vous avez citée il y a quelques instants, c'était lors du retour de Claude François à Marseille au Palais des Sports. Il a commencé son tour de chant par « Je suis tombé à Marseille, je me relève à Marseille ». C'était pas beau, ça. Mais ça avait fait la une de François, parce que je crois même qu'il y a une interview sur une civière. C'était un événement en France. C'est quelle année, ça, Jean-Pierre Foucault ? Tout le monde y a cru. C'était 69, 70, je pense. Oui. Alors, vous êtes revenu. Alors, donc Europe 1, vous commencez à Europe 1, vous allez à Monte-Carlo, après vous irez chez les Rouges, et puis vous êtes. Alors, quand vous êtes revenu chez nous, et vous serez cet été chez nous, depuis 67, 68, 69, vous n'étiez plus revenu à Europe 1. Il n'y avait pas eu de retour. Non. Vous étiez resté. Il n'y avait pas eu de retour, et là j'étais très flatté, comme demande quand Donna Vidal-Reven m'appelle et me dit je vais te faire une proposition, tu vas me prendre pour un idiot, de remplacer Thomas Hill dans Culture Média. J'ai tout de suite accepté, parce que la radio me fait vibrer. Beaucoup plus que la télévision. J'adore le métier que vous êtes en train de faire, Pascal, et je suis heureux, j'espère être à la hauteur pendant 15 jours, d'être entre 11h et 13h sur Europe cet été. En tout cas, auprès de ma mère, j'ai ma cote à remonter. Puisque c'est vous qui me remplacez, si j'ose dire. On n'est pas bon, mais c'est vrai que tous les gens le disent. Il y a une liberté à la radio, un plaisir. C'est la conversation qu'on a là ensemble, qui est improvisée d'ailleurs, et puis c'est vrai que Jean-Pierre Foucault, l'écouter, c'est toujours de ce point de vue intéressant. On n'a pas parlé de l'Académie des Neufs. Moi, j'adorais l'Académie des Neufs, et j'avais pas 10 ans, j'avais 18 ans, et je regardais ça. On était en fac déjà, mais parce qu'il y a plusieurs entrées dans l'Académie des Neufs. Et ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'il y avait des gens souvent très cultivés, très intelligents, très forts, mais il y avait une forme d'autodérision à travers des gens comme Daniel Prévost, à travers des gens qui étaient là, qui faisaient que cette télé, elle était à la fois divertissante, mais extrêmement intelligente. Et je recevais des académiciens, des vrais. Mais bien sûr, et bien sûr. Et il y avait, tu t'amusais, il y avait quelque chose de bon enfant, et qui traduit aussi de l'époque. Forcément, elle était plus légère qu'aujourd'hui. Et c'est
là que j'ai repris d'ailleurs. Il y a une blague que je fais à l'antenne, qui est la blague de Daniel Prévost. Quand on entend le mot autrichien, je dis autrichien à sa mémère. Chaque fois. Mais c'est exactement Daniel Prévost qui le faisait, Jean-Pierre. C'était les blagues de Daniel Prévost. Il prenait du temps, il disait autrichien. Daniel Prévost, Gérard Hernandez, Laurence Badi, Micheline Dax, voilà. Mais c'est des gens formidables en fait, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Roger Carrel, tout ça, c'est des gens noms qui vous disent sans doute rien, mais c'est des gens qui avaient beaucoup de talent, qui se prenaient pas du tout au sérieux et qui faisaient ce métier. Galabru était très très intelligent, mais il y avait mais il a tourné dans des choses horribles, mais il s'en fichait. Il y avait, voilà, c'était le métier. Il a besoin d'argent parce qu'il a eu une vie amoureuse compliquée. C'est ce qu'il raconte. Bon donc vous êtes là quel jour, Jean-Pierre? À partir de quel? Je suis là à partir du 14 juillet et je remercie la mairie de Paris de tirer un feu d'artifice. Et Fabrice, vous serez là, vous? Oui, Olivier aussi. Olivier, oui, alors vous n'imaginez pas, Olivier Guédec, pour lui, vous n'imaginez pas qu'il est un jeune, mais non, mais c'est vrai, il a dit je vais travailler avec Jean-Pierre Foucault, forcément, mais il avait des étoiles dans les yeux. Mais c'est la vie, parce que de la même manière que Jean-Pierre a appris avec des gens qui étaient plus âgés, c'est la transmission, c'est ça qui est, et puis quand vous aurez l'âge de Jean-Pierre, il y aura peut-être, alors je crois que la radio, est-ce qu'elle existera encore? J'espère quand même. Est-ce que la radio, franchement, est-ce que la radio... mais ne me dites pas ça. Mais on n'en sait rien. Vous savez ce qui va... là, j'étais ce matin avec le patron du Figaro, et il n'y a plus un journal qui se vend au kiosque. Alors, il y a le numérique, mais les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La télé, qui regarde la télé en linéaire dans votre jeune génération? Vous regardez la télévision, Géraldine? Pas beaucoup. Oui, souvent les gens la regardent en décalé, tout ça, on ne sait pas ce que ce sera. C'est vrai que c'est... D'où d'ailleurs... des Jean-Pierre Foucault, des Michel Drucker, il n'y en aura plus en fait. C'est vrai. En tout cas de cette manière-là. Non, mais aujourd'hui c'est les influenceurs, paraît-il. Même nous, paraît-il. On va habiter Dubaï. Bon, en tout cas, merci Jean-Pierre, c'était sympa de vous avoir comme toujours. Merci, j'ai préparé vos vacances, ne vous inquiétez pas. Oui, je suis au courant de l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a? On peut savoir? On a un ami en commun. On peut pas savoir. On a un ami en commun, c'est monsieur, je vous donne un indice, c'est monsieur Rospovitch. Dans la pièce comment dire, monsieur, oui, on dit ça, Rospovitch, là, qui vient toujours sonner dans Le Père Noël est une ordure. Preskovic, c'est monsieur Preskovic. Notre ami, c'est monsieur Preskovic. Et il y a un petit arrangement, il y a eu... Pas du tout, mais il est assez présent. Il est 12h51.